Madame, Monsieur, bienvenue dans ce condensé de l'actualité de ce mercredi, jour 2, Conseil des ministres et ses mesures adoptées. On vous parle de ce décret pour la formation continue des fonctionnaires de l'État, également du financement du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc et plusieurs autres décisions arrêtées. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement. Des solutions technologiques de dernière génération pour améliorer le quotidien, c'est ce qu'on retrouve au parc des expositions d'Abidjan à la faveur du MAS, marché africain des solutions spatiales, une première édition qui donne accès à de multiples applications intervenant dans des domaines tels le foncier, l'urbanisme, l'agriculture ou encore la sécurité. Et puis, la fumée blanche est attendue du côté du Saint-Siège. C'est le signe qui annoncera la fin du conclave des cardinaux pour l'élection d'un nouveau pape. Pour l'heure, c'est la fumée noire qui a été donnée d'observer aujourd'hui. Les yeux sont désormais rivés sur la journée de demain. On vous explique dans quelques instants. Bonsoir à tous, on prend tout de suite la direction du palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. Au nombre des décisions arrêtées, ce décret en faveur des fonctionnaires de l'État, il prolonge la durée de la formation continue à long terme et du congé professionnel. Alexis Ouedraogo. C'est une nouvelle qui pourrait en réjouir plus d'un. Ce décret annoncé ce mercredi en Conseil des ministres pour organiser la formation continue des fonctionnaires. Il va prolonger de 6 années la durée maximale de formation à long terme et le congé professionnel. Plus inclusif que l'ancien dispositif, ce décret introduit diverses innovations en vue de redynamiser la formation continue et d'offrir à tous les fonctionnaires et agents de l'État, sans restriction, des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. Il prolonge notamment la durée maximale de la formation continue de longue durée ainsi que celle du congé de formation professionnelle à 6 ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent afin de lui permettre de réaliser un projet personnel qui soit en relation avec ses activités professionnelles. Il institue, en outre, la validation des acquis de l'expérience avec pour objectif de valoriser les compétences métiers dans l'administration publique et d'améliorer les performances du service public. Les forces ivoiriennes, elles bénéficient de la ratification de 2 accords de coopération avec la Turquie dans les domaines de la formation technique et scientifique, objectif, améliorer leur interopérabilité. Cet accord d'intérêt stratégique permettra à nos forces armées de bénéficier de l'expérience de la République de Turquie en matière d'industrie de la défense, de médecine militaire, de systèmes électroniques de l'information militaire, ainsi qu'en matière d'opérations autres que la guerre, telles que les opérations de maintien de la paix et d'aide humanitaire. Autre point clé abordé, celui de la sécurité alimentaire. La filière manioc va voir sa chaîne de valeur redynamisée. Elle bénéficiera de fonds liés à la ratification d'accords financiers avec la Banque islamique de développement. Il s'agit, dans le cas d'espèce, de rendre plus dynamique la chaîne de valeur du manioc allant de la production à la transformation et à la commercialisation des produits du manioc en vue de créer davantage d'opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, et d'accroître les revenus des ménages œuvrant dans la filière du manioc. Sujet de satisfaction, les bons points de la Côte d'Ivoire à la faveur des réunions du FMI et de la Banque mondiale. Réunions qui ont mis en avant la nécessité de politiques économiques prudentes face aux incertitudes mondiales et reconnu les progrès ivoiriens en matière de gestion financière, de lutte contre le blanchiment et d'efforts antiterroristes. Le pays se mobilise d'ailleurs pour la candidature de son expert au Comité des droits de l'homme des Nations Unies et vient de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La ratification de cette convention permettra de réaffirmer l'engagement de notre pays exprimé dans la Constitution, de promouvoir et de protéger toutes les catégories de droits de l'homme et de consolider spécifiquement les droits des personnes handicapées
sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil indique la modification de l'article 51 du Code électoral sur le parrainage des candidatures. Cette mesure vise à éviter une augmentation du nombre de circonscriptions administratives où les parrainages seraient requis en raison de l'augmentation du nombre de districts autonomes de 2 à 14 par l'effet du décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021 portant création de 12 districts autonomes. Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de rappeler l'accès gratuit aux soins de santé pour les travailleurs du secteur informel, ce détenteur de la CMU du 1er au 31 août. Il annonce pour juillet prochain la tenue du Forum Ivoire Tech 2025 qui entend stimuler l'innovation locale en soutenant les acteurs des secteurs en pleine croissance de la fintech, de l'agritech, de l'e-commerce et des technologies de l'information et de la communication. Le Conseil a pour finir noté la participation du vice-président de la République à l'investiture du nouveau président gabonais le 3 mai dernier à Libreville. Voilà, le Conseil évoquait justement l'importance de la technologie à travers un rendez-vous qui aura lieu très bientôt. Mais avant, sur le même sujet, c'est le parc des expositions qui accueille la première édition du MAS, Marché africain des solutions spatiales. Le MAS promeut les solutions spatiales justement adaptées aux réalités africaines. On voit cela avec Juliette Ouya. Voici des pépites dans le domaine de la télédétection, science géospatiale consistant à obtenir des informations sur des objets ou surfaces à distance. Ces étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny animent un stand au marché africain des solutions spatiales. On sensibilise les jeunes comme nous à venir s'inscrire au CURAD pour venir faire la géomatie, vu que c'est une filière d'avenir. À travers le marché africain des solutions spatiales, le continent veut s'implanter comme un acteur clé du secteur spatial. L'espace représentera 22 milliards de bénéfices nets en 2026, selon Space in Africa, pour seulement 20 000 emplois créés sur une potentialité de 2 500 000. Seulement 0,02% de ces 22 milliards reviennent à l'Afrique. Tout cela est détenu par les multinationales et les compagnies étrangères. C'est cette lourde tâche que votre serviteur, à la tête de l'Agence spatiale africaine, se doit d'inverser. La Côte d'Ivoire encourage la conquête spatiale. Le pays veut lancer son premier nanosatellite et envisage la création d'une agence chargée de coordonner cette activité. Le marché des solutions spatiales s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait de l'innovation technologique un levier essentiel pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le progrès. En effet, le secteur spatial est aujourd'hui un pilier fondamental du développement du XXIe siècle. Du 6 au 8 mai 2025, plus de 300 exposants participent au marché africain des solutions spatiales. Au menu, des ateliers, panels et autres rencontres B2B. Du côté des technologies, l'Afrique veut marcher en toute indépendance. Parlant d'indépendance dans le domaine de la justice, cette fois, suivant cette déclaration du Conseil supérieur de la magistrature, l'institution prône l'indépendance de la magistrature et le respect des règles de la déontologie du magistrat. Souleymane Dounoussanougou. Au cours d'une déclaration prononcée il y a quelques jours, l'Ordre des avocats des Côte d'Ivoire avait exprimé des inquiétudes quant au fonctionnement de l'appareil judiciaire et le respect de la déontologie qui régit les services publics de la justice. Cette annonce intitulée « Déclaration du barreau sur la situation préélectorale en Côte d'Ivoire, la paix par le droit » n'a pas laissé le Conseil supérieur de la magistrature sans réaction. Le Conseil supérieur de la magistrature tient à rassurer le barreau de Côte d'Ivoire, l'opinion nationale et internationale, que conformément à l'article 5 de la loi organique numéro 2022-221 du 25 mars 2022, déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il veille à l'indépendance de la magistrature et au strict respect des règles de la déontologie du magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature invite les membres du barreau de Côte d'Ivoire, en leur qualité d'acteurs du service public de la justice, à lui dénoncer toute circonstance de nature à porter atteinte à l'indépendance de la magistrature
et tout manquement aux règles de la déontologie. Cette déclaration du Conseil supérieur de la magistrature est signée par le président des sessions, Kanvali Diomandé. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a cette vingtaine d'attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire qui étaient en visite chez le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. La coopération entre la Côte d'Ivoire et ses pays partenaires de défense, le choix des axes stratégiques de défense et la lutte contre le terrorisme ont été évoqués. Cette visite au chef d'état-major général des armées s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la journée des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Je vous propose de faire maintenant une halte au parc des expositions d'Abidjan où se trouvent les acteurs de la chaîne du livre. Il se tient à Port-Bouët depuis ce matin la 15e édition du Salon ivoirien, le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. 27 pays y prennent part. La Guadeloupe est à l'honneur. Souleymane de Nsongou nous en parle. 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan au parc des expositions. Les acteurs du monde des arts, de la culture et de la littérature réunis dans une même salle. 27 pays participent à l'événement, dont les Antilles francophones avec la Guadeloupe comme pays invité d'honneur. Il est nécessaire aujourd'hui que dans le monde du livre, nous puissions avoir des relations sud-sud et plus sud-nord, que nous puissions en direct échanger entre nous et puis avec des personnes qui finalement nous ressemblent. Elle est connue principalement pour la bande dessinée Aya de Yopougon qu'elle a écrite. Marguerite Aboué, écrivaine et scénariste, est l'auteur à l'honneur pour les SILA 2025. Livre Racine, le thème de cette 15e édition, m'évoque le lien que la lecture peut favoriser entre les générations. La relation au récit me renvoie à ces années d'enfance où notre grand-père nous racontait des histoires sous un grand arbre. Un arbre qui représente à mes yeux le lieu des rêveries, le lieu des généalogies et le lieu des apprentissages. Le Salon international du livre d'Abidjan est devenu un événement dont l'écho résonne au-delà des frontières. 15 éditions, c'est un message, une affirmation de notre présence qualitative. Son développement illustre également la vision clairement affichée et la volonté politique affirmée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de bâtir un écosystème robuste et structuré autour du livre. Parrain pour la 2e fois consécutive du SILA, le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, se veut défenseur de la cause littéraire. Je me suis formé dans le chaudron culturel qui bouillonnait à l'époque dans la capitale sénégalaise. Devenu plus tard journaliste, j'ai eu l'opportunité de suivre de nombreuses conférences et rencontres consacrées au dialogue des cultures. Très tôt, je l'avoue, j'ai été éveillé à l'importance que revêt pour tout être humain, pour toute nation, comme pour tout le monde entier, cette idée de la diversité culturelle. Les visiteurs affluent déjà au parc des expositions d'Abidjan, Port-Bouët, pour ce rendez-vous littéraire qui se tient jusqu'au samedi 10 mai. Et le SILA promet de belles rencontres et de bonnes nouvelles, à commencer par cette annonce du grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly. Bientôt, la restitution d'objets d'art ivoiriens conservés en France. Les détails de Souleymane de Nsongou. Je demande que le livre devienne une vraie cause nationale. Au parc des expositions, à la cérémonie officielle d'ouverture de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national, signe le retour d'un important symbole culturel en terre natale. Au moment où nous sommes réunis ici, une bonne nouvelle est tombée. Elle concerne la restitution d'une partie de nos objets d'art retenus en France. Quel plus beau symbole que le Salon international du livre d'Abidjan pour accueillir ce moment historique. Le tambour parleur, le Didi Ayokwe, capable de résonner des kilomètres à la ronde pour rassembler et convoquer la communauté, un tambour qui est resté trop longtemps silencieux.
Il retrouve aujourd'hui son pouvoir. Fidèle compagnon de lutte du président de la République, Alassane Ouattara, l'ancien patron des médias, évoque des souvenirs et partage la vision littéraire du chef de l'État. Le dialogue des cultures, le président Alassane Ouattara y tient fermement, parce que convaincu que nous devons considérer la diversité culturelle comme l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Certaines initiatives doivent être encouragées, comme celle de la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui a pris à cœur la question de l'incitation à la lecture. Grande amie des livres elle-même, elle a acquis des autobus remplis de livres qu'elle fait circuler dans les quartiers, et ce, pour pallier le manque de bibliothèques dans notre pays. Plus qu'un événement culturel, le SILA se présente telle une déclaration d'amour au savoir et à la connaissance. Plusieurs délégations venues de 27 pays prennent part à ce rendez-vous des arts et de la culture, dont celle des Antilles françaises. Et je le disais en titre, la fumée blanche est attendue du côté du Saint-Siège. C'est le signe qui annoncera la fin du conclave des cardinaux pour l'élection d'un nouveau pape. Pour l'heure, c'est la fumée noire qui nous a été donnée d'observer aujourd'hui. Les yeux sont désormais rivés sur la journée de demain, jeudi. On jette donc un regard sur l'élection du pape avec les explications de Grascando. Prions pour que l'Esprit Saint, qui nous a donné au cours des 100 dernières années une série de pontifes vraiment saints et grands, nous donne un nouveau pape selon le cœur de Dieu, pour le bien de l'Église et de l'humanité. C'est l'un des temps forts de la messe annonçant l'ouverture du conclave, à l'issue duquel le prochain pape sera désigné. Membre du collège électoral composé des 133 cardinaux, le prélat entretient l'espoir que le futur souverain pontife va assurer la continuité. Père Landry Baka, expert en droit canonique, apporte un éclairage sur le processus électoral. Tous les électeurs sont candidats. Ils sont aussi les observateurs de l'élection, ils sont aussi la Cour constitutionnelle pour souligner cette dimension spirituelle de cet événement qui est totalement imprégné de prière. Depuis le début jusqu'à la fin, il y a des invocations au Seigneur, au Saint-Esprit, afin d'être éclairés pour désigner le nouveau pasteur de l'Église selon le cœur de Dieu. Ils ont consacré les dernières réunions à décrire une sorte de portrait robot du futur pape, en plus aussi de lui proposer une sorte de feuille de route aussi pour sa mission. De telle sorte que peut-être il y a des têtes, disons, qui émergent, qui correspondent à cette personnalité-là qui a été décrite, ces capacités qui sont recherchées, vu les défis auxquels l'Église doit faire face de nos jours. Les cardinaux Jean-Pierre Coutois et Ignace Bessi font partie des 133 cardinaux en conclave au Vatican. La Côte d'Ivoire et toute la communauté catholique les accompagnent de leurs prières. C'est vraiment déjà un moment historique parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est représentée, disons, à un conclave par 2 cardinaux. La première fois, c'était après la mort du pape Jean-Paul II, Monseigneur Bernard Agré, qui a été donc le premier cardinal ivoirien à participer à un conclave. Maintenant, on en a 2. Tous les électeurs sont aussi des potentiels papes, donc il n'est pas exclu. Évidemment, ce serait une grande joie pour nous, une grande fierté. Mais j'insiste sur le fait que au-delà de ces préférences-là, les critères qui sont utilisés ne sont pas des critères géopolitiques ou identitaires ou nationaux ou raciaux, etc. Mais il s'agit de trouver la personne sainte qui puisse porter le message de l'Évangile aujourd'hui. L'Église, au nom de son universalité, fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Un vaste chantier qui attend le nouveau pape. Il y a toute la question du dialogue interreligieux qui est important. Les cardinaux, dans leur congrégation générale, ont souligné aussi le monde, disons, digital dans lequel nous sommes. Il y a toutes les questions également internes à l'Église, au niveau de l'organisation de la gouvernance. Et puis il y a surtout l'évangélisation, parce que l'Église, c'est l'instrument dont se sert Dieu pour continuer de donner cette bonne nouvelle. C'est vraiment le cœur même de la mission du pape, contribuer à continuer cette évangélisation du monde dans lequel nous sommes. Le nouveau pape sera le 267e souverain pontife. C'est dans la chapelle Sistine au Vatican qu'il revêtira pour la première fois sa soutane papale.
Et je vous le disais, pour l'heure, c'est la fumée noire qui a été donnée d'observer aujourd'hui. Les yeux sont désormais rivés sur la journée de demain, espérant voir la fumée blanche. L'actualité s'écrit aussi dans la région du Bafing et cette fête pour prôner la cohésion sociale entre les filles et les fils de la région. Christ Ephraim Diomandé, Godefroy Kamawa pour le résumé. Ils sont venus de plusieurs localités de la sous-préfecture de Gouékan, dans la région du Bafing. Ces femmes et jeunes, issus de plusieurs associations et ONG, ont répondu à l'appel d'un fils et cadre de la région, Mouri Bamba. C'était à l'occasion de la fête de l'unité et de la cohésion sociale. Cette initiative jamais organisée a permis aux filles et fils de ce département à Ouaininou de cultiver un esprit de paix et de fraternité. Je demande aux autres, ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à venir au village, ils n'ont qu'à arrêter de parler les uns des autres dans le mauvais sens. Je demande à tous les fils de venir faire l'unité au village. Ça nous donnera de la force. Pour l'initiateur de cette rencontre, en parlant d'unité, c'est contribuer à assurer à tous les individus l'égalité des chances, le bien-être économique, social et culturel afin de permettre à chacun de participer activement au développement de la région. Nous sommes les héritiers de cette lutte ardue, de sacrifices et d'épreuves que nos illustres dévanciers et cadres ont surmontés avec dignité et courage. Ensemble, nous avons traversé des moments difficiles sans jamais oublier les leçons qu'ils nous ont laissées. L'objectif est clair, triompher, non pas par la vengeance ou par la haine, mais par le désir ardent de fraternité et de solidarité. Je vous exhorte, cadre de Touba, cadre du Bafing, à préserver cette flamme de fraternité. Mouri Bamba entend sillonner tout le Grand Bafing pour amener tous les filles et fils de la région à vivre ensemble, gage de développement et de paix. On aborde le chapitre politique de notre édition avec tout d'abord la jeunesse du RHDP qui prévoit une tournée dans tout le pays en ligne de mire la mobilisation autour du congrès du parti en juin prochain. Konaté Moussa. Le RHDP prévoit la tenue de son congrès les 20 et 21 juin prochains. En prélude de ce rendez-vous, la jeunesse du parti sonne la mobilisation. Nous annonçons ce jour une grande tournée nationale qui va commencer à partir du 31 mai, où nous allons avoir ici à Abidjan un grand rassemblement qui va réunir des dizaines de milliers de personnes ici à Abidjan pour démontrer que la jeunesse ivoirienne se tient aux côtés du président Alassane Ouattara afin de garantir la victoire du RHDP dès le premier tour aux élections présidentielles 2026. Pour le président de la jeunesse du RHDP, cette tournée marquera le soutien total des jeunes pour la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection prochaine. Tous les jeunes de notre grand parti sont considérés comme des directeurs de campagne du président Alassane Ouattara pour les élections présidentielles 2025. Et donc nous allons, encore une fois de plus, envoyer tous nos jeunes en mission afin d'aller parcourir tout le terrain et de porter le message du parti. Le congrès du RHDP se tiendra au parc des expositions à l'ouverture, puis s'achèvera par un grand meeting au stade de Bempi, dans la commune d'Anyama. Jetant un regard sur la situation sociopolitique du pays, le mouvement PDCI pour le dialogue réclame le dialogue entre oufouettistes. Les transporteurs du PDCI RDA réunis au sein de ce mouvement se sont retrouvés à Cocody. Ahmed Traoré. Ayant pris conscience que la violence ne résout aucun problème, les transporteurs du PDCI RDA réunis au sein du mouvement PDCI pour le dialogue veulent un dialogue direct entre oufouettistes. Pour Lansina Sanogo, président du dit mouvement, le PDCI RDA doit se rapprocher du RHDP. Ce, pour l'apaisement du climat social. Donc aujourd'hui, on a fait cette cérémonie pour que le PDCI et le RHDP vont au dialogue, discuter. Le président Oufo-Boigny, il a eu le prix Félix Faure-Boigny. Le président Bédé, il a eu le prix Félix Faure-Boigny. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui a le prix Félix Faure-Boigny. Pourquoi ne pas dialoguer entre nous les oufouettistes? Si on doit faire une alliance avec quelqu'un aujourd'hui, c'est avec le RHDP. Mais il faut un dialogue. Et nous lançons un appel que le PDCI n'est pas là pour aller dans la rue, n'est pas dans les marches. Le PDCI est dans le dialogue. Selon Lansina Sanogo, président des transporteurs du PDCI RDA et par ailleurs membre du bureau politique du parti, le mouvement PDCI pour le dialogue tiendra un grand meeting en juin au stade d'Angré. Le mouvement compte également parcourir toutes les contrées du pays pour se faire entendre.
Les appels à l'entente se multiplient à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Voici celui de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, AID. Nousangaré, Issa Dambélé. À moins de 10 mois de la présidentielle d'octobre 2025, l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie monte au créneau. Devant la presse, son président Zadi Djedje appelle à la responsabilité des acteurs politiques afin d'éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise. Il rappelle que les violences post-électorales de 2010 ont endeuillé des milliers de familles. Ce pays est notre pays. Nous n'accepterons pas que certains Ivoiriens se lèvent pour que ce pays-là replonge dans un chaos. Là où l'actuel président, le président Alassane Ouattara, 15 ans de stabilité, 15 ans de développement, là où la Côte d'Ivoire se trouve, nous n'accepterons pas que certains partis politiques d'opposition qui ont leur plan mettent ce pays-là dans le chaos. C'est pourquoi je lance l'appel de se ressaisir. Je ne veux pas que les jeunes meurent dans ce pays. Pour lui, la grandeur d'un homme politique se mesure à sa capacité à préserver la paix et non à entretenir la haine. Dans cette dynamique, Zadi Djedje plaide pour des élections apaisées, transparentes et sans violence. Et le reste de l'actualité, en bref, en image, le président malien de transition, le général Assimi Goïta, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. L'information a été rendue publique par un communiqué lu sur la télévision d'État ORTM à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 7 mai. Le décret présidentiel sera publié au journal officiel. Et puis l'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan a basculé dans l'affrontement militaire dans la nuit du mardi à mercredi après des frappes indiennes sur le territoire pakistanais en représailles à un attentat au Cachemire. Les échanges de tirs qui ont suivi ont fait plus de 40 morts, marquant l'une des confrontations les plus graves entre les deux puissances nucléaires depuis 20 ans. Et puis, un accord de cessez-le-feu entre les Houthis du Yémen et les États-Unis a été acté, a annoncé Oman ce mardi, quelques heures seulement après que Donald Trump a annoncé que les Houthis avaient capitulé et que les frappes américaines allaient cesser. Les rebelles ont promis, en revanche, une riposte foudroyante à Israël. Excellente nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.